Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir. Je sais bien que ce n'est pas spécialement pour moi, mais comme pour une fois je ne suis pas assis sur la petite table en hauteur, je vous remercie pour cette soirée du Forum européen de bioéthique que nous avons appelé « Devons-nous apprendre à redevenir humains ?» Et lorsque je vous aurai présenté l'auteur, le philosophe et professeur de méditation que je vais vous présenter dans un instant, vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre. Il s'agit de Fabrice Midal, qui est philosophe français, fondateur de l'école occidentale de méditation, auteur à succès et qui revendique la pratique d'un bouddhisme laïque. Il a une bibliographie qui est très conséquente. Je ne vais pas la définir de manière exhaustive. Foutez-vous la paix, qui a été traduit dans de très nombreuses langues et qui est un best-seller. Et plus dernièrement, Sauvez votre peau, devenez narcissique. Et encore plus récemment, je vais revenir tout de suite dessus, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Oui, bien sûr. Tu as dit bouddhisme laïque. Il y a un journaliste qui a un jour écrit ça. C'est marqué dans Wikipédia et tout le monde le répète, mais ça n'a aucun sens. C'est juste un truc débile. Donc c'était pour rien, tout le monde répète ça inlassablement, mais je me demande bien ce que ça pourrait être un bouddhisme laïque. Enfin, non, je m'occupe d'une méditation laïque, mais pas d'un bouddhisme laïque, mais comme quoi il ne faut pas toujours croire ce qui est marqué sur Wikipédia. D'accord. Ni toujours ce que disent les journalistes. On en prend bonne note, Fabrice. Je te remercie pour cette précision. Il y aura peut-être quelqu'un qui, dans tous les gens qui m'entendent, sait comment faire sur Wikipédia et pourra enlever ce truc qui a juste pas de sens. Bouddhisme laïque. Si quelqu'un dans la salle a des compétences particulières. Alors, je vais venir juste un instant avant de lui laisser la parole et puis pour qu'on échange aussi un petit peu librement sur ce qu'il entend pour redevenir humain. Pourquoi est-ce qu'on l'a inséré finalement dans le Forum européen de bioéthique? C'est très simple. Vous avez remarqué, là, ça fait déjà quasiment une semaine, on arrive quand même vers la fin du forum. Eh bien, pendant une semaine, on s'est posé la question de quel humain pour demain? Alors on a bien entendu abordé des questions parfois très techniques, très scientifiques, très complexes, sur l'évolution technologique, ce que la technologie pourrait apporter à l'humanité, dans quelle manière elle pourrait l'augmenter, le transcender, l'améliorer, le réparer. On a également parlé de l'évolution majeure des moyens de communication. On a parlé des GAFAM, on a parlé des tablettes, et on en parlera encore demain. Également, même hier, on a été amené à parler de l'évolution du climat, de cette théorie de l'effondrement, de cette impression de collapse qui est imminent. Et puis finalement, on parle un peu tout le temps de la nature humaine, quelle qu'elle soit belle, qu'elle soit moins belle, qu'elle soit totalement valide ou qu'elle soit handicapée, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit vieille. On a abordé toutes ces questions en se penchant toujours sur ce qui pourrait advenir. Et bien évidemment, la réponse qui est revenue à plusieurs reprises, et sur laquelle on discutera avec Fabrice dans un instant, c'est finalement quel humain pour demain? Eh bien peut-être un humain, tout simplement. C'est pour ça que lorsque cet été, j'ai entendu les chroniques de Fabrice Midal sur France Culture, où c'était 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, eh bien, il y a eu un écho avec le forum qu'on était en train de préparer. Et puis, je connaissais déjà Fabrice un petit peu avant, et je trouvais que ses idées, et puis notamment son approche de l'être humain et de la méditation, avaient toute sa place, finalement, dans ce forum. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on passe un moment en dehors du temps. C'est vrai qu'au forum, on a l'habitude de débattre, d'échanger, parfois de crier. Alors ça ne veut pas dire que ça va être zen, hein, spécialement ce soir, vous verrez, je ne crois pas que ce soit l'approche de la méditation de Fabrice, mais voilà, c'est un moment différent, on n'est pas plusieurs à table, on va bien entendu faire comme d'habitude, c'est-à-dire laisser un temps de parole important pour le public qui a probablement beaucoup de questions à lui poser, et puis on va se pencher sur son parcours, sur le livre également, en piochant peut-être ça et là des morceaux choisis et en voyant quel écho cela pourrait-il avoir avec la bioéthique. Alors bien sûr, il y a beaucoup de questions, mais ma première question, c'est la suivante. Mais quelle surprise de vous avoir vu hier, c'était hier je crois, sur BFM TV, en face de Jean-Jacques Bourdier. Jean-Jacques Bourdin, pardon. Et c'est vrai qu'habituellement, sur ce fauteuil qu'on revoit parfois le soir, au quotidien ou dans d'autres émissions, c'est toujours un politique.
Ça peut être un futur candidat à la mairie de Paris ou un représentant. Et là, c'est vrai qu'à 8h35 du matin, si je ne dis pas de bêtises, à l'heure de grande écoute, avec 2 millions de téléspectateurs, on a jugé bon de vous faire venir. Et c'était certainement pas pour faire la promotion de votre livre, ça j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, je reviens juste dessus, ce livre-là, quand j'ai invité Fabrice, je ne savais pas du tout qu'il allait sortir. Donc, en même temps il est sorti tout à fait en même temps et c'était tout à fait inattendu. Donc voilà, ma question c'était, est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est un drôle de signe qu'on invite un philosophe et quelqu'un qui laisse sa trace dans la méditation à une heure de grande écoute pour parler d'un sujet qui finalement est peut-être pas politique ou peut-être l'est quand même un peu? Oui, je pense que c'est vrai que, au-delà de ma situation, de mon cas, c'est juste que la philosophie, qu'est-ce que c'est? La philosophie, c'est interroger. C'est une certaine manière d'interroger. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'experts qui parlent au nom de l'universel à l'universel et qui savent. Et le philosophe, il ne sait pas, mais il pose des questions. Et je crois que ça, c'est très nécessaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une nécessité de juste interroger. Et ça, c'est la philosophie depuis Socrate. Socrate venait sur la place publique, il disait, comme tout le monde le sait, « Je sais que je ne sais rien », mais il interrogeait tous ceux qui prétendaient savoir. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit bien l'étouffement de ce discours d'experts. C'est bien les experts, mais il y a à un moment, ce discours-là n'interroge plus, ne questionne plus. Et c'est ça, je pense, qui est aujourd'hui décisif. Est-ce qu'il y a une surabondance d'experts? Parce que nous, des experts, on en reçoit un certain nombre. C'est-à-dire qu'il y en a 4 ou 5 à chaque table ronde. Les experts sont bien sûr nécessaires, mais à un moment, le danger, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus personne qui parle à personne. C'est qu'on a un discours... La question éthique, au fond, c'est ça. La question éthique, quand faire consacrer des jours à la question éthique, c'est vouloir interroger. Il y a un lien très fort entre, disons, l'éthique, la philosophie. C'est le même... Peut-être on essaiera de montrer le lien profond entre éthique et philosophie. Donc poser une question éthique, c'est quand même sortir d'un pur discours d'expert pour être inquiété au plus profond de son existence et avoir à répondre à la question « qu'est-ce que c'est pour un être humain qu'être ?» Donc c'est ça. C'est ça qui me semble aujourd'hui un vrai défi. Parce que c'est comme si il n'y avait plus vraiment de place, d'espace pour être humain. Et pour la philosophie, et pour poser des questions, et pour l'écoute au fond, parce qu'au fond la question c'est l'écoute. Est-ce que c'est possible d'écouter? Peut-être que la philosophie c'est que ça, c'est apprendre à écouter. Alors justement, quand on prend le titre du livre, 3 minutes, bon c'est court, 3 minutes, on va faire un peu plus long, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. Moi ce que j'entends déjà, c'est le côté redevenir humain. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a une société qui nous déshumanise ou est-ce qu'on a perdu quelque chose de notre humanité? Et peut-être à quoi est-ce que ça pourrait être lié? Alors d'abord, oui, notre temps nous conduit à nous couper, nous détourner, avoir peur de notre humanité. Je vais venir après pour dire pourquoi. Mais ce que je veux dire tout de suite, c'est ça a toujours été le cas, puisque Socrate, il vient déjà parler sur la place publique pour dire il y a un truc là qui n'est pas humain. Et ça les a tellement énervés qu'ils l'ont mis à mort. Donc mon propos n'est pas de dire que notre temps est pire qu'un autre temps. Mais la manière dont on n'est pas humain n'est pas la même à toutes les époques. Et je dirais, moi, ce qui m'intéresse comme question en tant que philosophe, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, spécifiquement, nous empêche d'être humains. Et pour le dire en 2 mots, ce qui nous empêche aujourd'hui d'être humains, c'est que nous sommes conduits à
être entièrement orienté par la question du contrôle total de tout. Contrôler les êtres humains, contrôler les choses, contrôler les êtres, contrôler ses émotions. Et le modèle, partout, c'est si on réussissait enfin à tout contrôler, alors enfin on réglera tous les problèmes. C'est ça qui me semble le cœur de ce qui nous conduit à être inhumains, parce que être humain, c'est accepter d'être mortel, des fois d'être con, des fois d'être fragile, des fois d'être ému, des fois d'être touché, des fois d'être amoureux, des fois de ne pas savoir. Il n'y a plus de place pour ça. Il faut toujours être ultra performant jusqu'à l'effondrement. Et du reste, on le voit, les nouvelles pathologies que nous constatons ne sont pas aujourd'hui les mêmes qu'il y a un siècle. Par exemple, pour y aller vraiment de manière très schématique, donc c'est un peu caricatural, mais c'est juste pour que vous voyez ce que je veux dire. Du temps de Freud, par exemple, la grande question, c'est l'interdit qui induit la névrose, et donc il y a la question de la loi m'écrase, mais j'ai besoin de la loi, et donc tout ça, c'est une question absolument centrale, mais il y a une pression, les gens ont très peu de possibilités d'inventer leur propre vie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas écrasés par la loi, nous avons intégré une manière de nous auto-exploiter jusqu'à notre épuisement le plus profond. Et par exemple, une des pathologies nouvelles, c'est le burn-out, qu'on ne comprend pas très bien, parce que le burn-out le burn-out, qu'est-ce que c'est ? C'est je m'auto-exploite jusqu'au jour où je m'effondre entièrement, je ne réussis plus à me lever. C'est un effondrement. C'est quelque chose qui, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent, peut-être ont vécu eux-mêmes un burn-out ou connaissent quelqu'un qui a vécu un burn-out. Et on n'arrive pas, on le prend comme un accident de parcours. Non, le burn-out révèle quelque chose de très profond de notre temps. Et à mon avis, comme nous n'arrivons pas à comprendre que le problème auquel nous faisons face n'est pas du tout celui d'il y a un siècle ou même d'il y a 50 ans, nous n'arrivons pas à répondre à ce qui se passe aujourd'hui pour les gens qui font un burn-out. Et par exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps dans une entreprise, et donc ils me demandent ce dont je vais parler, je vais parler un peu du burn-out, ils m'ont dit « Ah non, ça c'est pas possible ». Alors je dis « Ah bon, mais pourquoi ?» Ils disent « Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, il y a un médecin qui est venu en parler il y a 2 mois, et tout le monde était tellement déprimé après. » Je dis « Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait ?» Il a fait une typologie des gens à risque, tout le monde s'est reconnu dans les gens à risque, et tout le monde se sentait plus mal. Mais je dis « Mais moi, je vais faire exactement le contraire. » Mais ça révèle bien quelque chose, c'est-à-dire que presque subrepticement, le message, c'est que les gens qui font un burn-out, c'est de leur faute. Et ce que je voudrais dire, c'est pas du tout de leur faute. Parce que les gens qui font un burn-out, c'est jamais les gens qui n'en ont rien à foutre, c'est les gens qui ne veulent pas laisser tomber leurs collègues, c'est les gens qui veulent vraiment bien faire. Donc c'est une maladie de gens qui veulent trop bien faire. Et donc on raconte toute la journée que les gens sont trop égoïstes, qu'ils sont tous paresseux, alors qu'on voit en fait que les gens se tuent parce qu'ils veulent trop bien faire. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement qu'on ne voit pas. Et après, comme j'ai beaucoup travaillé sur la question, les études montrent que, et ça c'est très très surprenant, que la cause qui permet d'éviter le plus amplement d'éviter le burn-out, c'est pas moi ce que je croyais, je dois dire un peu naïvement avant, c'est le fait de faire que les gens travaillent moins. Non, c'est la reconnaissance. C'est que les gens souffrent que leur travail est instrumentalisé, qu'ils sont qu'un pion. Maintenant, il ne faut plus dire un pion, c'est plus qu'un élément dans un tableau Excel, et qu'il n'y a plus de place pour leur humanité. C'est pour ça qu'au fond de mon livre, c'est 3 minutes de philosophie pour sortir du tableau Excel. Pour sortir au fond de la dictature du tableau Excel. Pour sortir de l'ornière du tableau Excel. Et c'est ça, qui est de la place pour la rencontre de l'être humain dans son humanité. Et donc, c'est ça qui est propre à notre temps.
parce que c'est ça la question que tu m'as posée, c'est comment vraiment dire pourquoi on est aujourd'hui coupé de notre humanité. On est coupé de notre humanité parce qu'on est toujours en faute. Quand je parle de faute, en général, le réflexe, oui, la faute judéo-chrétienne, mais ce n'est pas du tout ça. Enfin, ça peut avoir avec ça, mais ce n'est pas ça dont je parle. Il y a une faute, nous sommes en faute par rapport à ce modèle d'hyper-performance dont nous sommes toujours, dont nous n'arriverons jamais. Et pour voir à quel point c'est insidieux, nous parlons tous de l'idée qu'il faut gérer son stress. Gérer son stress, c'est monstrueux. Alors, les gens ne comprennent pas parce que j'enseigne la méditation. Alors ils pensent que moi j'enseigne la méditation pour que les gens se calment leur stress. Non, mais c'est juste vouloir gérer son stress. Si quelqu'un vous propose de gérer votre stress, si j'ai juste un conseil que vous vous souvenez, fuyez. Parce que gérer son stress, c'est avoir un rapport à soi gestionnaire, donc inhumain. On doit gérer son compte en banque, enfin, c'est très important, mais on ne peut pas gérer ses émotions. On peut les écouter, les rencontrer, on peut entrer dans le mouvement de ses émotions, mais à l'instant où on veut les gérer, on est déjà dans un rapport instrumental de contrôle à soi-même qui nous laisse forcément en faute. Parce que si vous voulez gérer votre stress, vous n'allez évidemment pas y arriver parce que personne ici n'est jamais stressé. J'étais voir un médecin il y a quelques jours, elle me demande « Est-ce que vous êtes stressé ?» Mais je dis « Mais votre question n'a pas de sens. » Elle n'était pas du tout contente. Mais je lui dis « Mais qui n'est pas stressé ?» Elle dit « Il y a des gens qui sont plus ou moins stressés. » Mais ça me hante depuis 2 jours. Je me dis mais quel est le problème? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas un tout petit peu stressé quand même? Oui. Et la question, la réponse, je me suis dit, au fond, c'est pas ça la question. Parce que quand on fait quelque chose qui nous importe, bien sûr qu'on est stressé. Et qu'est-ce que ça voudrait dire une vie où on ne serait pas stressé? Une vie où on ne risque plus rien? Une vie où il n'y a plus d'aventure? Donc la question, ce n'est pas d'être stressé ou pas. C'est vrai que c'est une mauvaise question. La question, c'est pas est-ce qu'on est stressé, la question, c'est pas est-ce qu'on gère son stress, la question, c'est est-ce qu'il y a de la place humaine pour avoir un rapport humain à notre... Et le mot stress, il n'a plus aucun sens, c'est un mot valise qui ne veut rien dire par rapport... si au lieu de dire stressé, on dit j'ai une certaine tension pour faire face à ce qui m'est demandé. Oui, par exemple, là, très bonne question. Est-ce que je suis stressé? Non. Mais je ne suis pas dans le même état que si je prends un café avec un copain. J'ai une certaine tension pour essayer d'être à la hauteur de la situation. Et c'est ça qui ne va pas, d'appeler ça, voyez. Donc c'est ça, être humain, c'est écouter toutes les modalités de ce que c'est la vie humaine et lui donner droit. Et on voit bien comment nous n'arrivons plus à le dire. Parce que le médecin que j'ai rencontré était très humaine et même formidable. C'est pas du tout un problème qu'elle a, mais c'est infiltrer ce langage. Mais c'est pareil, maintenant il faut mettre une montre connectée et on va marcher, et même une promenade, il faut vérifier l'impact qu'elle va avoir sur la santé, l'impact qu'elle va avoir, et on ne peut plus se promener. Mais au fond, ce qui est important dans la promenade, ce qui est humain, c'est cette gratuité, cette ouverture sans raison. Et le paradoxe, c'est qu'il faut dire ce discours aujourd'hui. Fond, ce que je dis, tout le monde le sait, parce que tout le monde est humain. Mais c'est comme si c'était bizarre de dire quelque chose comme ça. Mais tout le monde le sait pourtant. Tout le monde sait que les moments les plus importants d'une vie, c'est les moments où on ne sait pas. C'est les moments où on est juste avec quelqu'un qu'on aime. Et on sort de ce cadre. Mais ce cadre est devenu s'infiltre partout, sans que nous en ayons conscience. Alors si pour un instant je mets ma casquette de médecin, ton propos m'amène à rebondir, si je puis dire. En fait, c'est vrai que d'abord, premièrement, observer les pathologies contemporaines nous amène parfois à réfléchir plus profondément sur la nature humaine. Si on prend, moi c'est des questions que je m'étais déjà posées, mais pas forcément sur le burn-out, et ça m'intéresse beaucoup. Si on prend les livres d'histoire de la neurologie notamment, parce que c'est plutôt mon domaine, on se rend compte qu'il y a des maladies
qui évoluent avec le temps. Par exemple, tu le disais avant, à l'époque de Freud, on avait une description très précise des grandes crises d'hystérie. C'était des choses qui étaient extrêmement violentes à voir et à entendre, avec une attitude hypersexuelle très forte, et qui remplissaient considérablement les salles où les patients étaient hospitalisés. Aujourd'hui, pour vous dire, bien entendu, on parle encore de conversion hystérique, mais c'est devenu quelque chose de très anecdotique, qu'on n'observe quasiment plus. Mais ensuite, moi, cette fois-ci, c'est plus les livres, mais c'était des maîtres à moi qui me racontaient que les cabinets de neurologues étaient remplis de patients qui faisaient des crises de spasmophilie ou de neurasthénie. Des manifestations qu'on peut encore observer aujourd'hui, mais qu'on observe de moins en moins, mais qui probablement étaient aussi quelque chose qui nous disait quelque chose de l'humanité. À l'époque de Freud, notamment, la femme n'avait pas la possibilité d'exprimer ses désirs, pas la possibilité d'avoir une parole libre, et peut-être, je dis bien peut-être, cela a-t-il participé à cette manifestation très classique sur le plan notamment sexuel. Et puis aujourd'hui, les spasmophiles, on n'en voit plus beaucoup non plus. Ce qu'on observe davantage, ce qu'on a observé davantage énormément et qu'on observe encore aujourd'hui, mais de manière moins épidémique peut-être, c'était la dépression. Et aujourd'hui, tu as parfaitement raison, le malaise a changé. Et moi, maintenant, je vois en consultation, il est très fréquent que plusieurs fois par demi-journée, le terme de burn-out vienne s'inscrire un petit peu dans les antécédents des patients ou dans les antécédents très contemporains des patients. De même, parfois, alors je ne sais pas si ça t'évoquera quelque chose, mais le côté douleur éthérée, douleur chronique, douleur diffuse. C'est plus j'ai mal quelque part, j'ai mal dans les mains, c'est des douleurs qui sont absolument diffuses à l'ensemble du corps. Et ça aussi, c'est une évolution chronologique, temporelle des symptômes. Mais je n'avais pas pensé au burn-out, mais je pense qu'effectivement, dans une société hyper connectée, on en a parlé beaucoup pendant ce forum. C'est pas tant le problème de hyper connecté, c'est le fait qu'on est conduit à s'auto-exploiter. C'est ça qu'il faut voir. C'est nous sommes conduits à nous auto-exploiter. Je cours, il faut que ce soit rentable. J'ai un capital santé, comment je vais le potentialiser ? Je vais faire de la méditation pour me calmer et être plus efficace. C'est ça qui est en train de se passer. Tout est remis dans l'efficacité, dans une perspective de contrôle. Si vous contrôlez tout, vous explosez. Le burn-out, c'est la maladie de gens, c'est la maladie d'une société qui veut que les gens contrôlent tout sans s'écouter. S'il n'y a plus d'écoute, que vous êtes dans le contrôle, alors ça explose. Et on se trompe complètement. La question d'interconnecté n'est qu'un paramètre tout à fait, en fond, assez... et qu'un paramètre d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'on ne voit pas. Le problème, c'est l'instrumentalisation, c'est ça, c'est très insidieux. Il faut potentialiser le rendement au maximum. Et donc, par exemple, que les gens ne dorment plus. Il y avait un livre qui était écrit, j'ai oublié le nom de l'auteur, je m'en excuse, il y a une quinzaine d'années, sur comment le capitalisme lutte contre le sommeil, parce que c'est du temps perdu de consommation et de production. Et quand il avait écrit son livre, on était un peu étonnés. Mais aujourd'hui, les spécialistes du sommeil sont étonnés de voir que les gens qui viennent les voir, c'est plus il y a 10 ans, les consultations, c'était les gens qui faisaient des insomnies, qui n'arrivaient pas à dormir. Maintenant, il y a des gens qui ne se laissent pas dormir. C'est complètement... Vous avez vu les derniers chiffres ? On dort moins, je crois, 10 minutes de moins qu'il y a 10 ans, 1 heure de moins qu'il y a... Le temps de sommeil ne cesse de diminuer, notamment chez les adolescents. Et donc, ça va bien dans ce que j'essaye d'expliquer. Il faut que je sois tout le temps efficace. Je suis pris dedans. Mais quand je parlais d'hyperconnexion, je parlais notamment à ce travail qui parfois s'insinue dans le lit. Alors c'est vrai que ça passe sous la forme d'écran. C'est pas l'écran qui est important, c'est peut-être pas la connexion, mais c'est le fait effectivement de consacrer ce temps non pas à de la oisiveté ou à autre chose, ou à de la méditation, ou à du repos, ou à de la discussion, mais effectivement parce qu'il faut qu'on soit tout le temps sur le qui-vive. Et ça fait combien de temps à peu près que la situation a changé ? La question du contrôle, elle s'est mise en place progressivement et ce serait peut-être, je ne sais pas si c'est le moment ici d'essayer de faire une généalogie de l'arrière-plan philosophique à structurer cette modulation, cette modification du rapport au monde. Mais disons, donc c'est difficile d'arriver à trouver la bonne temporalité parce qu'on voit
un rapport instrumental au monde, ça fait quelques siècles que ça se met en place. Mais on voit que ça s'est vraiment intensifié ces 20 dernières années. On voit que là, c'est partout. C'est aussi le fait qu'on crée des open space avec tout un discours avec tout ce discours d'une hypocrisie en disant que c'est bien, ça va favoriser plus de communication, et les gens n'ont plus de lieu où ils peuvent se poser, qui entraîne, ils peuvent plus se poser, ils n'ont plus de bureau, ils n'ont plus... c'est tellement inhumain. C'est tellement inhumain. Au lieu de dire que c'est juste parce qu'on va faire des économies de mètres carrés et que les open space, ça prend moins de place, et qu'on est... ce qui est très frappant, mais là c'est tout peut-être un peu différent, mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est l'impossibilité d'avoir rapport à la douleur. C'est-à-dire, on est une société où il y a beaucoup de violence, mais la violence vient du fait qu'elle est niée, et que tout doit être... par exemple, au lieu de dire pour des économies, vous n'allez plus avoir de bureaux parce qu'on veut réduire le prix du mètre carré, a augmenté, donc on veut le réduire, on dit aux gens, on a pensé qu'on va vous aider à que vous soyez plus heureux au travail en vous mettant un baby-foot et un happiness chief officer, et on va vous mettre pour faire de la collaboration. C'est une incroyable supercherie. C'est d'une violence, mais de la même manière que, au lieu de dire maintenant plan de licenciement, on dit aux gens plan de sauvegarde de l'emploi. Mais c'est d'une violence énorme, parce qu'au lieu que quelqu'un puisse faire l'expérience de la douleur et de la difficulté d'être licencié, il bénéficie d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui lui fait perdre son emploi. Et tout est fait pour éviter que soit reconnu, et même, je dirais, mise en scène dans l'espace social, la violence qui est inhérente à tout rapport humain. Et du coup, vous êtes sans mots, sans possibilité de dire quelque chose. Et peut-être pour finir, moi je trouve que le procès de France Télécom, pour ceux qui l'ont suivi, est un moment historique dans le passage. On voit que pour la première fois, des dirigeants ont été condamnés pour la manière dont ils font le management. Et je trouve que là, qu'un management peut conduire des êtres à la mort, je pense que ça, c'est des questions qui sont poignantes aujourd'hui. Et donc, la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'être humain dans cette situation-là, c'est une question qui nous regarde tous intensément, et qui est au fond très simple. Ça, en un sens, on a juste besoin de 3 minutes pour se laver les dents, 3 minutes pour poser une question, 3 minutes pour essayer de ne pas se laisser prendre par ça. Et déjà, de ne pas se laisser prendre, c'est énorme comme déplacement. Et au fond, la philosophie, elle peut pas tout faire, mais elle peut aider à faire des déplacements. Et c'est les déplacements qui importent. Alors, c'est peut-être une question de béotien, ce que je vais faire, mais quand tu parles, enfin vous parlez des différentes, voilà, d'être sollicité en permanence, d'avoir... moi, ça me fait penser à la notion de pleine conscience qui pourtant est souvent associée à la méditation, comme s'il fallait avoir conscience de son corps à chaque instant, de ses émotions. Ça n'a pas l'air d'être spécifiquement compatible avec la méditation dont vous parlez. Alors, je pense que je vais essayer d'aller pas à pas. Parce que, si vous avez suivi ce que je dis, je pense donc que l'idée qu'il faudrait être dans une pleine conscience, avant qu'on parle de ce que c'est la pleine conscience aujourd'hui, l'idée qu'il faut qu'on soit dans la pleine conscience, c'est l'enfer. C'est-à-dire, l'idée que je dois être conscient de tout le temps, mais c'est juste d'abord c'est une contradiction pour toute personne qui... c'est impossible. Personne peut être dans une pleine conscience. Déjà, depuis Leibniz qui parle des petites perceptions qu'on a en permanence, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde fait l'expérience. Vous n'êtes pas conscient, même maintenant.
je vois que vous êtes tous très attentifs et très... vous ne pouvez pas être dans une pleine conscience. Vous êtes là, mais vous pensez peut-être à d'autres choses. Vous sentez la présence de vos voisins. Il y a plein de choses qui se passent. Donc l'idée d'une pleine conscience est une... Et je pense que c'est l'enfer. Parce que ce qui rend heureux un être humain, c'est que la conscience passe à l'arrière-plan. Prenons des exemples. Et après, je parlerai de ce qu'on appelle aujourd'hui pleine conscience. Mais déjà, prenons des exemples. Les moments les plus heureux dans une existence, mais pas des grandes choses, des choses que vous avez pu vivre dans les semaines, c'est les moments où on sent qu'on fait les choses sans avoir besoin d'être conscient pour les faire. Qu'on est avec quelqu'un qu'on aime, on va se promener, on partage un moment, on n'a pas besoin d'être conscient, on sent juste que tout se fait tout seul. Ou j'expliquais ça dernièrement il y avait une sage-femme dans la salle, elle me disait j'ai compris ce que vous dites. Moi, il y a des moments, il y a des coups de chaud. Et là, dans ces moments-là, je comprends ce que vous dites. Si j'essaye d'avoir conscience, je ne peux plus avancer. Ce que je fais, c'est je fais ce qu'il y a à faire et les choses se font comme toutes seules. Mais tout le monde a vécu ça. En psychologie positive, c'est ce que Csikszentmihalyi appelle le flow ou l'expérience optimale. Csikszentmihalyi travaillait sur qu'est-ce qui rend les êtres humains heureux. Et il remarque que c'est une expérience tout à fait particulière dans laquelle vous avez un défi à relever qui ne vous écrase pas et que vous sentez que vous pouvez relever. Et que contrairement à ce qu'on croit, si on est juste au bord de la plage sans rien avoir à faire, ce n'est pas forcément les moments où on est le plus heureux. Les moments les plus heureux, c'est qu'on a un sorte de défi, on sent qu'on peut le faire, et puis on ne sait pas trop comment, on improvise. Et il donne comme l'exemple l'exemple le plus clair, c'est le joueur de jazz qui improvise. Et il ne sait pas trop comment il fait, mais il fait. Mais ça doit vous arriver quand vous faites à manger. Ça arrive tout le temps dans la vie. Il y a plein de moments. Et donc les moments où on est heureux, c'est les moments où d'un seul coup, où je dirais, au lieu d'avoir conscience, on a confiance. Et quand on a confiance, on n'est pas dans le contrôle. La confiance, c'est l'antipode du contrôle. Puisque si vous êtes sûr, vous n'avez pas confiance. Et au fond, notre volonté de contrôler tout est un monde dans lequel il n'y a plus de place pour la confiance. Et ça, ce n'est pas humain. L'humanité, c'est comment on fait pour avoir confiance. Et pourquoi aujourd'hui, dans les types de pathologies qu'il y a aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance en eux. Et particulièrement les jeunes, les enfants, les adolescents, ce dont ils souffrent et qu'on ne reconnaît pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance, puisqu'ils sont tellement pris dans le modèle, il faut être parfait, il faut être performant, on n'est jamais assez performant. Du coup, ils sentent ce manque de confiance. Et donc la pleine conscience, me semble, la barbarie qu'on veut nous proposer. Notre monde devrait, au contraire, nous aider à mettre la conscience entre parenthèses pour ouvrir un état de présence plus ample qui inclut les sensations, les émotions, une ouverture au contexte dans lequel nous sommes, qui repose sur une forme de confiance. Et en plus, ce qui est très embêtant avec l'idée de pleine conscience, c'est que tout est dans la conscience, alors qu'au fond, ce qui nous sort de cette pression d'auto-exploitation de nous-mêmes, c'est revenir à la sensation corporelle, se réancrer corporellement. Donc voilà, disons, ce qui me semble essentiel. Et je trouve que ce qui aide aujourd'hui, c'est tout ce qui nous ouvre des espaces hors de la conscience. Alors, j'enseigne la méditation, et il se trouve que je ne sais par quel malheur on appelle en France méditation pleine conscience. Moi, je tiens à dire qu'on est les seuls au monde à appeler méditation pleine conscience, et que ça a des conséquences réelles aujourd'hui. Parce que les anglo-saxons, le mot qu'on a traduit par pleine conscience, chez les anglo-saxons, se dit mindfulness. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui aujourd'hui enseignent la pleine conscience en France, donc là maintenant, je fais une parenthèse pour que ce soit vraiment clair. Je n'ai rien contre les gens qui enseignent la pleine conscience. S'il y a des gens qui enseignent la pleine conscience ici, je n'ai absolument rien contre eux. Donc j'espère que je le dis assez clairement, parce que chaque fois que je parle de ça, après les gens viennent me voir en me disant
j'ai été blessé que vous critiquiez la pleine conscience. Je ne critique pas la pratique de la pleine conscience. Je critique le fait qu'on appelle ça pleine conscience et je pense que ça a des conséquences catastrophiques aujourd'hui parce que les gens, ça participe de l'idée que grâce à la pleine conscience, ils vont tout contrôler. Et ça a des conséquences absolument catastrophiques parce que la pratique elle-même de pleine conscience, elle vient des anglo-saxons qui ont appelé ça mindfulness. Et particulièrement John Kabat-Zinn, à qui j'en ai parlé et qui me disait lui-même qu'il ne comprenait pas pourquoi les Français avaient choisi de traduire mindfulness par pleine conscience. En plus que lui, il a écrit un livre, L'éveil par tous les sens. Il n'a pas du tout écrit l'éveil par la conscience. Donc on peut s'éveiller, s'ouvrir au monde en revenant à nos perceptions sensorielles qui vont nous réouvrir à un ancrage plus ample dans le monde. Donc le mot mindfulness, vous faites ce que vous voulez, mais mindfulness en anglais is not consciousness. Moi, quand j'apprenais la méditation il y a 25 ans aux États-Unis, tout le monde me disait tout le temps, fais attention, mindfulness is not consciousness. Alors mindfulness, vous allez dire, oui, c'est l'esprit. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce que si vous avez eu la chance d'un jour d'aller à Londres, vous avez dû voir que dans le métro londonien, partout on dit « mind the gap ». Mind the gap, en français, quand vous prenez le train, on dit « faites attention », non, prenez garde à l'espace entre le marchepied et le quai. Donc mindfulness, c'est plutôt une qualité d'attention, prendre garde, parce qu'en français, attention, il y a un côté un peu crispé, ça peut faire un peu attention chien méchant, donc là c'est disposé, ouvert, et donc mindfulness c'est plutôt un état de pleine attention, de pleine présence. Et donc je pense que la méditation aurait un sens si elle était une expérience de pleine présence, de présence ouverte, mais pas une expérience de pleine conscience. Ça a des conséquences énormes, parce que je vois au début, je me disais, mais attention, vous faites une erreur de traduction. J'en ai parlé à Christophe André, j'en ai parlé à tout le monde. Je disais, mais je me disais, bon, c'est une erreur de traduction, c'est pas si grave. Mais maintenant, je vois, quand j'enseigne la méditation, des gens qui le prennent à la lettre. Et donc, ils mangent en pleine conscience. Alors, ils boivent en pleine conscience. Ils boivent et ils se regardent boire pendant qu'ils boivent. Mais je les plains. Ou alors, ils mangent en pleine conscience. Donc, ils mangent, je me regarde manger. Là, je suis attentif au fait que je mange. Mais c'est horrible. Après, ils marchent en pleine conscience. Je marche, je me regarde marcher. Mais non, mais c'est pas du tout ça. La méditation, ça n'a jamais été ça. C'est ce que j'explique dans mon langage comme je peux. J'ai dit, mais non, mais foutez-vous la paix. Vous mangez en vous foutant la paix. Donc, vous êtes vraiment très heureux de manger. Vous mangez, vous savourez ce que vous mangez. C'est vraiment formidable de manger, vous êtes pleinement présent au fait que vous mangez, vous n'avez pas besoin de passer par la conscience. Comme dit du reste très justement Frédéric Lenoir, il dit la conscience depuis Descartes, elle est réflexive. Alors, aucun sens d'appeler l'expérience de la méditation dans le fait que vous serez obligé de vous regarder en permanence. Ce redoublement, mais ça rend marteau de se regarder faire en permanence. Donc le méditer, c'est je me fous la paix, je m'autorise à être. Aujourd'hui, évidemment, je ne sais pas si c'est très audible ce que je dis, puisque aujourd'hui, moi, j'ose même plus parler de méditation, parce que pour presque tout le monde, méditer, qu'est-ce que c'est ? Technique de gestion du stress pour être plus performant, jusque mort s'en suive. C'est ça, technique de gestion pour être plus performant. Je gère mes émotions, je me calme, il faut être zen, c'est méditer, c'est pas du tout ça. Méditer, c'est je me fous la paix, je suis triste, je fais l'expérience que je suis triste. Je suis dans un état d'angoisse, je fais l'expérience que je suis en état d'angoisse. Et arrêtons de dire qu'on ne doit pas être angoissé, qu'on ne doit pas être stressé, qu'on ne doit pas être malheureux, qu'on ne doit pas être en colère, mais ça n'a aucun sens. Donc on est en train d'utiliser ce truc de méditation qui n'était pas forcément une mauvaise idée, moi j'y ai consacré ma vie, pour en faire un truc pour être encore moins humain. Alors on dit qu'il faut être humain, d'être dans une pleine conscience de contrôle de soi-même en permanence. Pour les enfants, alors maintenant pour les enfants, ça devient, il faut méditer pour calmer les enfants. Mais c'est profondément scandaleux qu'on me raconte maintenant. Moi au début, je disais que c'était scandaleux. Il ne faut pas faire méditer les enfants pour les calmer. Il faut méditer les enfants pour les aider à rentrer en rapport à la vie, pour les aider à prendre confiance dans ce qu'ils vivent, à leur aider à se relier à leurs émotions. Mais imaginez, on prend toute une génération d'enfants, on les fait se calmer par la méditation. Dans 15 ans, on en fait des handicapés complets.
Parce que quand ils vont vivre un chagrin d'amour, ils vont vivre le monde du travail, ils vont perdre leur boulot, ils vont avoir des parents âgés, ils sauront absolument que faire une chose, être calme. Ça ne va pas du tout les aider à pouvoir faire face à la vie. Faire face à la vie, c'est pouvoir être ému, être bouleversé. On vous annonce que votre fils est harcelé à l'école. Vous allez rester zen ? Non, mais c'est juste sur quel... On parle de quoi ? Non, bien sûr, enfin, j'espère, vous allez vous sentir extrêmement mal et ça va vous conduire à essayer de trouver une manière de répondre à la situation. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être submergé tout le temps. Et donc, peut-être, il faut qu'on soit apaisé. Mais être calme, ce n'est pas être apaisé. Quand la mer est calme, les bateaux n'avancent plus. C'est un état d'immobilité. Quand vous êtes apaisé, vous pouvez être apaisé et triste. Vous pouvez être apaisé et vivre les hauts et les bas de la vie. Aujourd'hui, je vois donc dans des écoles, les parents m'écrivent que leurs enfants quand ils sont trop turbulents, on les prive de récréation et ils ont un cours de pleine conscience. C'est scandaleux. Je suis l'exemple de quelqu'un qui n'est pas du tout zen. Vous voyez, 30 ans de méditation me conduit à m'énerver tout autant que quand j'étais jeune. Je vous avais prévenu que ce serait peut-être pas tout à fait l'image qu'on se fait de la méditation. Mais méditer, c'est plutôt être humain. C'est plutôt accepter d'être humain. Et être humain, c'est ça. Et donc, vouloir que les enfants se calment, non, vouloir aider les enfants à s'apaiser, ça, c'est un tout autre projet. Et je crois ce projet est en train d'enlever la possibilité d'aider les enfants à trouver des ressources en eux qu'ils ne savent pas. Parce que quel est un des arrière-plans de ce que j'essaye de dire ? C'est plus on veut contrôler, moins ça va. Parce que en voulant contrôler, on est coupé de l'espace de nos propres ressources. Et pour chacun d'entre nous, nos forces, nos ressources, nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas les connaître. Personne ne sait ce qu'il va faire dans telle ou telle situation. Et la force de la vie, c'est qu'on arrive à mobiliser nos ressources et les ressources qu'on n'imaginait pas qu'on avait. C'est ça qui aide un être humain. C'est ça qui peut aider. Et donc pour trouver nos propres... C'est ça qu'il faut apprendre à un enfant. C'est là, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, mais si tu entres en rapport à ton humanité, je dis ça comme ça, c'est pas la meilleure manière, disons, mais si tu entres en rapport à ton humanité, si tu te fous la paix, si tu t'autorises à être ce que tu es, tu vas voir que tu as plus de ressources que tu penses que tu as. Mais si tu veux absolument tout contrôler, tu ne vas pas y arriver. Quelqu'un passe le bac, et tout le monde a déjà dû dire à quelqu'un qui passe le bac la veille au soir, ça ne sert à rien de réviser jusqu'à 4h du matin, c'est pas comme ça que tu vas réussir le plus. Il faut que tu acceptes de ne pas tout contrôler, et là maintenant, ce que tu as fait, tu l'as fait, il faut que tu sois le plus ouvert, que tu aies la meilleure présence d'esprit demain. Mais c'est le même conseil qu'on donne à quelqu'un qui doit passer un entretien d'embauche. On prépare autant qu'on peut, mais ce qui va faire la différence, c'est la présence d'esprit. Et la présence d'esprit, c'est les ressources qu'on a en nous, qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas connaître avant, parce qu'elles vont naître de la relation et de la situation. Et le drame de ce truc de pleine conscience, c'est qu'on donne l'illusion que c'est moi, avec moi, qui va me gérer moi-même pour produire le résultat le meilleur. La vérité, à mon avis, c'est que dans la vie, c'est la relation qui donne la force, c'est la relation qui me structure, et je peux surmonter les difficultés de la vie grâce à la magie de la relation qui va m'aider à me déplacer, à me réorienter, à restructurer les choses autrement. Et donc, je suis très inquiet de cette idéologie. Ce n'est pas les gens qui font la pleine conscience, c'est toute une idéologie. C'est la même chose qu'on dit aux gens, vous êtes en open space, bon maintenant, je comprends, c'est invivable pour vous, puisque vous n'avez même plus de bureau, vous ne pouvez plus respirer, on va vous donner un ordinateur, vous allez travailler chez vous. Et maintenant, on va évidemment pas payer votre bureau chez vous, on ne va pas payer votre électricité, et vous serez corvéable à merci jour et nuit. C'est la même chose, c'est-à-dire vous êtes tout le temps effectif. Non, il ne faut pas être tout le temps effectif. Il faut à un moment redevenir humain. Vous voyez, c'est ça.
tout le temps effectif, non. Des moments, on peut revenir humain. Donc je pense que la méditation comme elle est présentée aujourd'hui, plutôt, pour être précis, l'image qu'on a du coup de la méditation aujourd'hui entre la mauvaise dénomination de la pleine conscience et le fait qu'elle est de plus en plus instrumentalisée pour une pure efficacité est gravement problématique. Et moi, je serais prêt à faire une pétition pour interdire la méditation pour calmer les enfants dans les écoles. Alors que j'ai formé tant de gens pour enseigner la méditation dans les écoles. Je vois des choses formidables, mais ceux que je trouve qui sont formidables font le contraire d'un contrôle. C'est apprendre les enfants à être des enfants. Moi, j'ai quelqu'un que j'ai formé à la méditation qui enseigne dans les collèges. Ce qu'il fait, c'est qu'il montre comment, grâce à la méditation, il rend compte qu'il a peur. Il rend compte qu'il a des hésitations. Les ados, ils sont juste fascinés de voir un adulte qui leur parle de ses propres faiblesses. Et ça les aide énormément à faire la paix avec leurs propres faiblesses. Et il a des résultats formidables. Mais voyez, maintenant, le rectorat lui a dit « on ne sait pas trop ce que vous faites, vous devriez faire de la pleine conscience, avec un protocole fixe. » Mais lui ne veut pas faire un protocole fixe, il veut inventer une méditation qui soit liée à la relation qu'il va créer avec les gens. S'il n'y a plus de relation, ça n'a pas de sens. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de préserver. C'est que, quoi qu'on fasse, moi je ne suis même plus attaché particulièrement à la méditation. La méditation, n'importe quoi. Ce qui importe, c'est que tout soit fait au cœur d'une relation humaine. Et une relation humaine implique la rencontre avec quelqu'un, le fait de ne pas savoir à l'avance ce que l'autre va dire et de pouvoir répondre à la situation dans un temps donné. C'est ça qu'il faut essayer de préserver. C'est ça dont on a besoin. Et vraiment, je pense que si chacun d'entre vous pensez aux moments qui ont été importants dans votre vie, vous allez voir, c'est toujours des moments de relation, des moments où quelqu'un a eu confiance en vous, quelqu'un vous a tendu la main. Moi, par exemple, j'étais très mauvais élève à l'école. Et les profs pensaient qu'il fallait me sortir du système scolaire tellement j'étais un cancre. Mais en fait, ce n'était pas que j'étais un cancre, j'étais juste trop hypersensible, donc je comprenais plus rien comment les... Et puis, il y a un prof qui m'a dit « J'ai l'impression que les interrogations te font perdre tes moyens. Dans mon cours, je te demande juste de faire un dossier sur un sujet qui t'intéresse. » J'étais en 4e et j'étais mon professeur d'histoire-géographie. Et je ne sais pas, le fait qu'il me regarde comme ça, qu'il me fasse confiance, j'ai fait ce dossier, ça m'a passionné. À la fin de l'année, j'étais premier de la classe en histoire. Et du reste, j'ai retrouvé sur le bulletin scolaire, il a marqué « Très bon élève, mais attention, il faut travailler dans les autres matières. » Parce que les autres matières, je n'étais pas du tout bon. Mais moi, c'est un peu... Mais on a tous des exemples comme ça, de quelqu'un qui à un moment nous a fait confiance. Donc on voit bien, c'est ça qui nous aide. Et la méditation devrait être du même ordre. La méditation devrait être un espace de rencontre, de soi à soi, de soi avec quelqu'un, de quelqu'un avec nous, qui nous permet juste de nous relier à des choses qu'il y a en nous qu'on ne savait pas. Moi, j'ai été complètement convaincu que j'étais un cancre et je ne comprenais rien. Puis lui, il a trouvé ce prof. Non, en fait, je n'étais pas un cancre. Il y avait juste un autre moyen pour moi d'y arriver. Et peut-être si aujourd'hui j'écris des livres, c'est grâce à lui. Parce que faire de la recherche et faire mon dossier qui m'a pris... j'ai mis 3 mois à faire mon dossier. J'ai lu plein de choses. Je me suis pris au jeu et puis ça m'a aidé à trouver quelque chose qui soit ma voie. Et je pense que c'est ça qui pourrait aider. Alors il y a plein de gens qui aujourd'hui, même sous le nom de pleine conscience, je le dis pour que font quelque chose qui ressemble à ce que j'explique de méditation. Ils ont ce mot-là, mais ils essayent de transmettre un sens de présence et d'accueil de ce qu'on est. De la manière, le médecin que j'ai vu qui me disait comment gérer mon stress, elle est très humaine et les mots parlent. Et malgré ça, il y a quelque chose derrière. Mais je crois qu'on aurait intérêt à être un peu plus vigilant sur la manière dont on est un peu manipulé par une instrumentalisation du langage qui nous empêche de penser. Et peut-être que c'est ça être philosophe, c'est se demander est-ce que être en pleine conscience tout le temps, c'est vraiment une chance ou est-ce que c'est pas l'enfer? Est-ce que le fait de vouloir être calme, c'est vraiment une chance ou si c'est pas l'enfer? Et si je peux lire parmi les phrases que j'ai choisies, j'aime beaucoup la phrase d'Orwell, être humain signifie essentiellement
que l'on ne recherche pas la perfection. Être humain signifie essentiellement que l'on ne recherche pas la perfection. Ce n'est pas seulement de reconnaître que la perfection n'est pas de ce monde, mais même vouloir être parfait, c'est sortir de ce qui est proprement humain. Et que être humain, c'est faire la paix avec nos imperfections. Et je raconte là, je vous le fais en 1 minute, dans le livre c'est en 3 minutes, mais je raconte pour parler de ça, des maîtres potiers japonais qui, quand un bol est cassé, le réparent, et les bols réparés sont beaucoup plus précieux que les bols non réparés. On voit les blessures, on voit la cassure, et le bol est encore plus beau. Mais au fond, c'est ça dans la vie, nos blessures, nos failles, nos difficultés, les accidents. Et si, au lieu de nous en vouloir, on arrivait à les intégrer pour être un être humain, moi, c'est ça que j'ai retenu de ma grand-mère. Elle a vécu des choses très difficiles, elle a connu la guerre, et elle a failli mourir plusieurs fois, mais ça lui donnait à la fin de sa vie une humanité, et l'humanité qu'elle avait, c'est le fait qu'elle avait fait quelque chose des failles, des difficultés et des chagrins de la vie. Et donc c'est ça que j'essaye de réhabiliter. Et je voulais en lire une autre. On va peut-être de toute façon revenir sur différents passages. Juste si je peux. Je vous en prie. Celle-là, avec tes défauts, pas de hâte, ne va pas à la légère les corriger, qu'irais-tu mettre à la place? J'adore, moi, ça c'est une phrase d'Henri Michaud, qui était un des grands poètes du XXe siècle, et un grand peintre aussi. Avec tes défauts, pas de hâte, ne va pas à la légère les corriger, qu'irais-tu mettre à la place? Moi j'aime bien savoir parce que ça déplace, vous voyez. Moi j'aime pas non plus du tout j'aime pas trop la pleine conscience, mais j'aime pas non plus la sagesse. Je me méfie beaucoup de la sagesse, du détachement, et je trouve que Michaud, il a tout à fait raison de montrer ça. Et il faut faire la paix avec nos défauts, il ne faut pas vouloir les corriger. Et quand on fait la paix avec ses défauts, on voit, ça fait partie de ce qu'on est. Du reste, quand on aime quelqu'un très fortement, on voit bien que si on enlevait ses défauts, on enleverait ses qualités, que ça fait partie de la même chose. Et qu'au fond, c'est par un mouvement d'acceptation et de synchronisation de ce qu'on est qu'on réussit davantage à être humain, à être sage, au sens d'humain. Alors justement, pour revenir un petit peu sur... alors on va peut-être s'écarter un tout petit peu de la méditation, mais j'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu vers la fin, parce que en pratique, quand j'essaie de mettre en pratique le livre, je rencontre quand même une difficulté. Mais l'architecture du livre est faite de cette manière, et je trouve ça super, une très bonne idée, c'est-à-dire vous partez d'une citation, d'une punchline, d'un propos d'un philosophe, d'un penseur ou d'un poète. Donc vous faites le détour par la philosophie. Ensuite, vous avez une mise un petit peu, une explication, une petite exégèse de la phrase, une situation extrêmement pratique et comment la mettre en œuvre en méditation. Et alors je dois dire que c'est vrai que c'est étonnant de la manière dont une seule phrase peut nous impacter. C'est-à-dire qu'après avoir lu le livre, j'ai retrouvé au moins 2 ou 3 situations dans lesquelles cette phrase m'est revenue. Et alors c'était peut-être pas de la méditation, je sais pas forcément encore comment faire, mais en tout cas c'était cette idée d'invoquer ou d'appeler à la rescousse la philosophie, notamment pour redevenir humain. C'est quelque chose qui, avant d'écouter la rubrique ou de lire le livre, ne me parlait pas forcément, alors que finalement une seule phrase, parfois même sans le texte qui suit derrière, nous permet d'avoir cette réflexion. Alors moi, je l'ai vu un peu avec le prisme de la bioéthique, peut-être qu'on en rediscutera, mais comment est-ce que vous envisagez, vous, que la philosophie soit un outil précieux dans cette situation? Pour nous, souvent, la philosophie, c'est dans les manuels scolaires. Oui. Au forum, on les invite régulièrement, mais vous en tirez quelque chose de plus. On a l'impression que la philosophie, c'est un discours compliqué qu'il faut apprendre. Et je pense que la philosophie, c'est ce qui nous fait nous déplacer. Alors ça peut être simple, ça peut être plus complexe et tout ça, mais qu'est-ce qui est philosophique? C'est le fait d'être déplacé. Déplacé, pour prendre le langage de ce que diraient Socrate et Platon,
qui ouvre l'histoire de la philosophie en Occident, déplacée de l'opinion générale, de ce qu'on dit sans vraiment qu'on dit, qui est là partout. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une certaine forme d'idéologie que j'essaye de discerner, cette idéologie dans laquelle il faudrait toujours être plus performant jusqu'à l'effondrement. Avant de continuer, il faut que je fasse ici une parenthèse. La deuxième parenthèse, je ne cesse de dire le danger de la performance, mais quand je vais voir un médecin, je veux qu'il soit le plus performant et le meilleur possible. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à force qu'on veut qu'ils soient performants, ils ne peuvent plus être performants. Parce qu'on leur met des ordinateurs, des appareils, il faut qu'ils rentrent, et on coupe la dimension. Moi, j'ai fait une formation avec des médecins, la chose qui me disait, le plus douloureux pour nous, le plus difficile, c'est qu'on a tellement de paperasse et d'écran que la relation directe que je peux avoir avec le patient, elle est entravée. Mais c'est pareil partout, dans tous les métiers. On veut tellement plus de normes que, à force de vouloir mettre des normes, les gens sont moins performants. Donc je ne suis pas contre la performance, je suis contre la manière dont on considère la performance, ce qui rentre dans une certaine mesure, avec des critères extrêmement étroits qui sont une insulte à la complexité de la réalité. Par exemple, on fait dans l'hôpital aujourd'hui, on considère qu'il faut pour augmenter l'efficacité, on va compter le nombre d'actes que fait un infirmier ou une infirmière dans une journée. Mais donc on ne considère pour rien la présence, l'écoute, la manière dont les infirmiers font cet acte, alors qu'on sait pourtant très bien que ça a un impact considérable sur la santé. Donc est-ce qu'on est performant en faisant ça? Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que ce n'est pas absolument scandaleux? C'est absolument pas efficace, c'est absolument pas raisonnable, et c'est absolument déshumanisant. Et donc voilà, je voulais... parce qu'à force que je dise tout le temps, on pourrait croire que je suis un doux rêveur qui n'a pas envie. Mais bien sûr, moi, j'ai qu'une envie, c'est que tout le monde que les médecins soient les meilleurs médecins, que tout le monde fasse son métier le mieux possible. Mais on ne peut pas le faire en étant coupé de son humanité, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Du coup, je suis perdu. Quelque chose dont on a beaucoup discuté, c'est effectivement cette nécessité, ce besoin qu'on a de toujours être efficace, notamment en médecine et en santé. Alors, à quel moment est-ce qu'on en a discuté cette semaine? J'ai l'impression que c'était régulièrement, mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin de faire toujours mieux, qui est nécessaire. La nécessité d'être efficace est nécessaire, mais si cela se fait au prix d'une réduction de la complexité du réel pour que ça rentre dans un tableau Excel, alors il faut faire la distinction. Peut-être là, le philosophe, en tant que philosophe, je trouve qu'il serait temps en France, enfin dans notre monde, de faire la différence entre la raison et la rationalité. Parce que nous arrivons aujourd'hui à des rationalités qui sont non raisonnables. C'est irrationnel. Vouloir tout contrôler, vouloir tout gérer, semble rationnel, mais ça n'est plus raisonnable. Et on voit bien aujourd'hui, la destruction de la Terre se fait de manière tout à fait rationnelle, mais complètement irraisonnable. Parce que, quelle est la différence entre la rationalité, on est juste dans des rails de ce qui est effectif à partir d'une calculabilité donnée, mais la raison implique de rendre raison de ce que l'on fait et implique la question du sens et de la complexité de la réalité. Et le refus de la complexité nous conduit à une situation très inhumaine. Donc dans ce qui fait qu'on est inhumain aujourd'hui, le refus de la complexité et le délire devant la rationalité, qui est encore une fois pas efficace, parce que pour le soin, la dimension de la rencontre, la dimension de l'écoute, c'est-à-dire au fond, parce qu'au fond, on en arriverait presque, pour que la médecine soit efficace, il faudrait qu'il n'y ait plus de clinique. Non, mais c'est ça qui est en train de se passer. Si on pouvait supprimer la clinique, alors on serait encore plus efficace. Non, mais c'est pas possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. C'est-à-dire quand on pratique la médecine, on se rend compte qu'on a une médecine de plus en plus efficace. Jamais on a eu une espérance de vie aussi élevée. Jamais on a connu une mortalité infantile ou une mortalité en couche aussi faible. On a une médecine qui a radicalement bouleversé la santé humaine en l'espace de moins d'un siècle, et pourtant,
la valorisation, l'estime qu'on porte aux médecins et la confiance même qu'on porte aux médecins a rarement été aussi faible ou critiquée qu'elle ne l'est à ce jour. Et je pense effectivement, on en a discuté dans les différentes séances, c'était se poser cette question, de savoir est-ce que c'est pas cet éloignement du rapport à l'humain qui génère ça. Et moi, dans ma pratique à moi, je me suis demandé, j'en suis arrivé à avoir la conviction que le patient qui était en face de moi, son attente principale n'était pas nécessairement une question d'efficacité. Oui, il y avait autre chose, en tout cas, que l'efficacité. En même temps, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est qu'il y a une différence entre la vraie efficacité et une sorte d'efficacité dont on parle, qui n'est pas une vraie efficacité aussi. Parce que ce qu'il a besoin, c'est d'efficacité, mais aussi il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est. Parce que on ne peut pas tout faire, il y a des douleurs qui vont rester, il y a des difficultés qui vont rester, donc il a besoin d'efficacité, mais il a besoin que cette efficacité prenne place dans un contexte donné. On avait parlé notamment du cancer avec Alain Toledano, et il disait, on a utilisé des chimiothérapies extrêmement coûteuses, on a soigné le cancer, mais parce qu'on n'a pas été derrière avec une humanité, la personne était morte psychologiquement ou socialement alors qu'elle était vivante de son cancer. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une discordance, en tout cas, entre l'efficacité. On en a parlé aussi dans la santé connectée, dans le médecin qui ne le sera pas après ce qu'on a entendu, mais qui quand même, ou en tout cas en Chine, qui peut être dans certaines situations remplacé par des robots, où effectivement, à ce moment-là, le contact entre le patient et le médecin, entre le soignant et le patient, ou entre le soignant ou entre deux individus, est amené à se virtualiser ou à s'interrompre ou à s'éloigner. Pour revenir un petit peu, vous évoquiez les philosophes que vous avez un peu invoqués. Alors moi je dis invoquer parce que c'est partir d'une phrase et ensuite déployer un petit peu l'idée qui pouvait y avoir. Comment vous avez choisi les philosophes qui se sont opposés à vous ? C'est clair, la question, c'est qu'est-ce qui nous déplace ? Donc mon livre et ce qui me parle dans la philosophie, c'est sûr que c'est pas du tout ce qui est pour beaucoup de gens la philosophie. Parce que pour beaucoup de gens, la philosophie, c'est la sagesse, le détachement, et on a des jolies phrases qui nous font du bien, qui confirment ce qu'on sait déjà. Moi, j'ai cherché que des phrases qui m'ont bousculé, qui m'ont déplacé. Pas forcément bousculé, mais déplacé, comme les deux phrases que j'ai lues, qui font, oui, mais ne faut pas corriger ses défauts. Donc juste, mais moi, ce que j'aime dans la philosophie, c'est que chaque fois que je lis de la philosophie, ça me fait voir les choses autrement qu'avant que je lise le texte. Donc c'est ça que j'ai essayé de garder. Et après, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la philosophie, oui, c'est une forme de détachement. Je parle de ça un peu dans le livre parce que il y a un grand modèle sur les stoïciens. Et je pense que pour moi, être humain, c'est pas être détaché, c'est être engagé dans la complexité du réel. Donc je suis plus sensible aux philosophies qui nous aident à habiter la tension de notre existence, la complexité de notre existence, que ce sort de rêve qu'on pourrait ne plus rien sentir par volonté. Et alors, vous faites le lien entre ce passage de philosophie, cet extrait, et finalement la mise en place ou la réalisation, j'allais dire, d'une séance de méditation, c'est probablement pas le bon terme, mais en pratique, comment... Ouais, mais là, dans le livre, je ne parle pas de la méditation de pleine présence que j'enseigne, puis bon, j'ai fondé l'école occidentale, et puis j'ai fondé la principale école laïque de méditation. Au fond, moi, il y a 30 ans, j'ai découvert la méditation. Il y a 15 ans, je me suis dit qu'il faut transmettre la méditation de manière laïque. À l'époque, c'était pas du tout fait. Après, ça s'est un peu développé. Et maintenant, je me rends compte du danger que la méditation soit juste un outil instrumental. Mais dans le livre, c'est très juste que pour chacune des 3 minutes, je présente la phrase, je prends une situation de la vie quotidienne. Vous êtes à un dîner... avec votre beau-frère, vous disputez, vous lui lancez un scud et après vous regrettez. Donc j'écris des tas de trucs comme ça. Ou de faire à manger, puis vous n'avez pas l'ingrédient dont vous avez besoin.
vous devez partir en vacances et chez des amis, au dernier moment, ils vous disent qu'il y a une fuite d'eau, ils ne peuvent plus vous héberger. C'est ça les violences du quotidien dont vous parlez? Donc je raconte plein de choses. Et puis après, je fais un petit exercice. Alors j'appelle méditation, mais c'est plutôt au sens des méditations, au sens qu'emploie Descartes, par exemple. C'est une manière d'être en présence avec quelque chose, une sorte d'exercice qu'on peut faire, plus que la méditation de pleine présence. Alors, plutôt que d'en lire des extraits, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire en fonction des questions du public, puisqu'il est déjà 20h20. Donc on va vous laisser la parole pour poser les questions à Fabrice Midal. Je vais m'arroger le privilège de la première question. Et moi, j'ai l'impression que ce qui me distingue en tant qu'humain de l'animal, c'est que je me contrôle. Par exemple, le fait de ne pas me contrôler à un moment ou à un autre me met dans une déréliction totale. Le fait de ne pas savoir où je suis, de ne pas être correctement orienté, me donne un sentiment de désorientation. Si je bois et que je perds le contrôle de moi, ça m'inquiète terriblement au point que je ne bois pas. Alors, est-ce que je suis irrécupérable? Ouais, je pense que... je pense que ça vaut la peine que vous essayiez de vous foutre la paix. Et vous verrez... Je dors. Non, mais dans la vie de tous les jours, je pense que vous allez voir, c'est juste formidable. Vous pouvez vivre sans avoir besoin de tout contrôler. Quand je parle de foutez-vous la paix, ça ne veut pas dire qu'on démissionne et qu'on n'est plus présent. Mais on peut être présent sans être obsédé par le contrôle. Prenons un exemple tout simple, vous faites une insomnie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Plus vous voulez contrôler votre sommeil, moins vous allez réussir à dormir. La seule manière de réussir à dormir, c'est d'arrêter de vouloir contrôler votre sommeil et de refaire confiance à votre corps qui, lui, veut dormir. Et vous ne pouvez le faire qu'en arrêtant de vouloir dormir. Et bien, c'est pareil pour tout dans la vie. Deschamps parlait de la Coupe du Monde de football. Il a dit la chose qu'il a dit aux joueurs, c'est « soyez concentrés et détendus », qui est complètement contradictoire. Mais si on est trop concentré, on ne peut rien faire. Aucun joueur ne réussira par le contrôle. Donc je ne sais pas quel est votre métier, mais si vous voulez être encore meilleur dans votre métier, foutez-vous la paix. Justement, du temps où j'opérais, je peux vous dire que le patient attendait de moi que je sois dans le contrôle le plus absolu de moi et que je sois jamais totalement relax. Mais non, mais j'ai pas dit totalement relax. J'ai dit foutez-vous la paix, c'est pas être relax. Et ça, c'est très important. Être relax, c'est pas être au sommet de sa présence et de son attention. Il se trouve que j'ai assisté à quelques opérations de la aorte, parce que je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose, et donc j'ai assisté à des séances d'opération de la aorte sous hypnose. Et moi, ce que j'ai vu du chirurgien, c'est pas qu'il était concentré, il était plutôt tellement entièrement là où il est, mais s'il était dans le contrôle, le problème du contrôle, c'est je fais et je contrôle. Non, vous êtes tellement là où vous êtes que vous êtes à 100% là où vous êtes. Donc moi je suis d'accord, si vous ne perdez pas le contrôle. Mais ne pas être obsédé par le contrôle, ça ne veut pas dire perdre le contrôle. Moi je suis d'accord avec vous, j'aimerais pas ici en vous parlant perdre le contrôle de ce que je dis. Mais si je veux absolument avoir le contrôle de ce que je dis, je ne peux pas vous écouter. Et donc je suis sûr qu'en tant que chirurgien, vous êtes tellement présent à l'entièreté de la situation que vous êtes plus dans l'expérience que je disais du flow, dans lequel vous voyez même plus faire ce que vous faites. Et donc vous n'êtes pas dans une expérience de contrôle. Vous avez la situation en contrôle, mais vous n'êtes pas dans le contrôle de vous-même. Sinon, il y a une tension. Quand il y a cette tension, on n'est pas juste. Donc Deschamps, il ne disait pas « soyez décontractés ». Il disait « soyez concentrés, mais détendus ». C'est ça. Ou moi, j'aime beaucoup aussi, je prends des exemples j'aime beaucoup aussi ce qu'avait dit une fois pour la demi-finale de tennis, Yannick Noah à l'équipe. Comment il peut leur dire, justement, soyez concentrés, mais si on dit aux gens soyez concentrés, ils ne vont pas être bons. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit?
foutez-vous la paix. Non, c'est pas vrai. J'aurais adoré. Non, il leur a dit, faites-vous plaisir. Mais au fond, c'est pareil. Faites-vous plaisir, c'est-à-dire, soyez au sommet de ce que vous voulez dire en allant chercher au fond de vous. Et donc, je suis sûr que dans votre métier, vous avez... moi, j'aimerais mieux dire une maîtrise, c'est mieux que le contrôle. Une maîtrise de la situation, justement, parce que vous êtes ouvert et à l'écoute. Dans le contrôle, on n'est plus à l'écoute. On est trop obsédé par le propre contrôle que nous avons. Et notre société est en train de confondre la maîtrise du contrôle. Et si vous voulez, la maîtrise, il n'y a rien de plus beau. Évidemment, moi, j'ai aucune envie d'aller voir, de me faire opérer par un chirurgien qui serait relax. Et ce n'est pas du tout mon propos. Mais je serais ravi d'être en rapport à un chirurgien qui a une maîtrise entière de son travail. Et ce qui empêche le chirurgien d'avoir une maîtrise complète de son travail, c'est l'obsession de l'efficacité qui l'empêche de pouvoir déployer toutes les modalités d'attention qu'il a besoin de déployer pour pouvoir être au sommet de ce qu'il a à faire. Oui. Dans votre réponse, vous avez déjà anticipé une partie d'une de mes questions, parce que dans la philosophie, on parle, dans le fond, si on regarde l'histoire, la question du contrôle n'est pas très présente, mais la question de la maîtrise de soi, alors pas seulement de la maîtrise de ce que l'on fait, mais de la maîtrise de soi est très présente dans la philosophie grecque notamment, hein, qu'on soit chez les stoïciens, les épicuriens ou les aristotéliciens, tous parlent de la maîtrise de soi ou maîtrise de ses passions aussi, hein, il y a ce genre de choses. Alors, ma première question, c'est juste de savoir, est-ce que vous avez une meilleure opinion de la maîtrise de soi que du contrôle de soi ou non? Et la deuxième question aussi assez courte, même peut-être un peu vaste, c'est que bon, on a la manie de se contrôler, mais on a aussi la manie de contrôler les autres. Parce que l'open space, c'est aussi pour contrôler les autres. Oui. Alors je me demandais si, en plus de se foutre la paix, il ne faudrait peut-être pas foutre la paix aux autres aussi un peu. Et qu'est-ce que vous pensez du lien entre le contrôle de soi et le contrôle d'autrui? Je suis assez critique avec le virage stoïcien-épicurien et cette idée d'une maîtrise des passions et d'une maîtrise de soi auquel on identifie la philosophie. Je trouve que c'est un recul de l'avancée de la philosophie chez Socrate, chez Platon. Et là, je serais un peu en désaccord sur Aristote, parce que chez Aristote, l'éthique à Nicomaque, le rapport à la phronésis, qu'on traduit de manière un peu absurde par la prudence, c'est pas du tout une maîtrise des passions. C'est comment je suis en face de la situation et tout ce qu'il appelle... Je suis désolé, en fait, je parle un tout petit peu technique, mais même la question de la médiété, le rapport entre comment on trouve l'équilibre, le juste équilibre dans chaque situation, que c'est ça qu'être humain. C'est dans chaque situation, comment je trouve l'équilibre juste. On n'est pas dans une maîtrise des passions, on est dans une intelligence de la situation. Et chez Platon, il y a tout le rapport à un enflammement. La philosophie, elle est d'abord une érotique chez Platon. Donc, je pense que la manière dont on a pensé la philosophie à partir de cette maîtrise me semble très restreint et en tout cas moins audible aujourd'hui. Moi, dans le livre, je raconte l'histoire d'Épictète. Donc Épictète, c'est une des figures majeures du stoïcisme. Il est avec son maître, il était esclave, son maître lui tord la jambe. Donc il lui dit, c'est une des choses les plus connues. Et il dit, si tu continues à me tordre la jambe, tu vas la casser. Le maître continue, et Épictète dit, tu vois, je te l'avais dit, maintenant elle est cassée. Modèle de sagesse, parce qu'il est dans le détachement complet. Alors là, moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, j'aurais hurlé, et j'aurais dit arrête, et je pense qu'il n'aurait pas cassé ma jambe, le crétin de maître. Et je trouve que cette idée qu'il faudrait ne plus rien ressentir, mais me semble, et en plus, vous voyez, c'est vraiment, je trouve que c'est très romain, et je suis plus grec que romain, c'est très vraiment une sorte de virilité extrême, parce que vertu, virilité, c'est vraiment une tension maximum, et c'est l'idée que par une représentation juste, je ne vais pas souffrir. Donc il raconte aussi, Épictète, votre femme meurt, en quoi seriez-vous triste? Elle vous a été donnée, on vous la prend,
c'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça, mais juste, non, ça ne me parle pas du tout. Je trouve que la philosophie a à voir avec une manière d'être humain, une manière d'apprendre à être en rapport aux situations. Et donc, oui, et je trouve que la volonté de s'en sortir comme ça est une réduction de la vraie sagesse que je trouve à l'origine dans la pensée grecque, chez Socrate, Platon, Aristote, et qui est vraiment une manière d'être questionné. Et je trouve que chez les stoïciens, l'enjeu, c'est un contrôle de soi-même pour s'en sortir, et c'est plus cette aventure. Maintenant, c'est un peu caricatural, parce que les stoïciens sont à une époque où tout s'effondre, et quand tout s'effondre et qu'il n'y a plus de possibilité d'être sur la place publique, comment on s'en sort quand même ? Donc ils inventent cette histoire de forteresse intérieure, etc. Mais je crois que ce n'est pas une philosophie qui est juste pour notre temps. Et je crois qu'aujourd'hui, presque tous les philosophes qui parlent, soit les philosophes aujourd'hui parlent uniquement dans l'arène politique, soit ils parlent de cette sagesse. Je pense que c'est pas tout. En tout cas, la lecture, ce qui me parle dans la philosophie, c'est pas ça. C'est plutôt cet ébranlement, cet embrasement, cette manière d'être déplacé, questionné et autorisé à interroger tout. Oui, donc comme la question est comment redevenir humain, donc je me suis dit d'abord, quel humain ? Celui d'il y a 4 millions d'années, l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Cro-Magnon, ou nos ancêtres les plus proches. Donc du coup, je voulais voir si vous abordez un peu le rapport de l'être humain par rapport à l'être humain de jadis ou par rapport à la nature. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est être humain pour ne pas devenir... Juste pour finir ma question, donc ma question serait, il n'est pas peut-être une juste question de harmonie, parce que là vous parlez de contrôle, de maîtrise, que vous ne voulez pas accepter, mais on est quand même d'accord qu'il faut une forme de contrôle. Si on se comporterait tous comme des animaux, si personne ne veut se contrôler ici, je ne sais pas si on s'en sortirait, si chacun il va faire vraiment ce qui lui passe par l'esprit. Donc un certain contrôle est nécessaire, mais ma question c'est si ce ne serait pas mieux d'utiliser le terme harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. Moi, quand je parle de redevenir humain, c'est de ne pas devenir un robot. C'est juste ça. Et un humain, c'est partout. Vous allez à la poste, puis il y a quelqu'un qui vous parle, ou vous avez juste quelqu'un qui ne vous parle pas. C'est juste quelqu'un qui vous dit bonjour au boulot. Moi, je raconte ça dans un de mes livres, j'étais dans un boulot et le directeur a décidé de ne plus dire bonjour à 2 personnes. Et j'ai vu comment ça les a rongés, mais profondément. Donc moi, je parle d'un truc tout bête, c'est qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un est humain ? Et quand quelqu'un est humain, c'est qu'il accepte d'être touché, et il accepte d'être vulnérable. Et donc il sort de la volonté de tout contrôler, d'être comme un robot. Et c'est ça que je veux. Évidemment, il ne s'agit pas du tout pour moi de dire, de faire n'importe quoi, pas du tout. Mais il s'agit de se défaire de cette pression qui nous rend malades et qui fait qu'on a l'impression que le seul modèle de vérité, c'est le tableau Excel. Et évidemment, une fois que j'ai dit ça, vous avez raison. Ce dont je parle, c'est évidemment un rapport plus harmonieux à soi-même. Et un rapport plus harmonieux, si c'est plus parlant pour vous, c'est très bien. Un rapport plus harmonieux, ça veut dire un rapport dans lequel je ne suis pas que dans le contrôle. Je suis dans un rapport d'écoute, de rencontre, de maîtrise, bien sûr. Et si vous voulez, si contrôle vous aide, oui. Mais ce que je voudrais montrer, c'est aujourd'hui, il faudrait qu'on contrôle tout. Il faudrait qu'on contrôle ce qu'on fait le matin, il faudrait qu'on contrôle ce qu'on mange, il faudrait qu'on contrôle ses paroles, il faudrait qu'on contrôle le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, il faudrait qu'on contrôle ses émotions, il faudrait qu'on les gère au mieux, il faudrait que ce soit rentable. C'est ça que je voudrais, c'est juste ça que je parle. Qu'aujourd'hui, la volonté de contrôle, elle devient c'est formidable de faire du sport. Mais si c'est encore une nouvelle pression qu'on doit se faire, sinon on est en faute, c'est ça, c'est vraiment juste ça dont je parle. Mais harmonie, vous avez raison, c'est une très bonne, c'est très éclairant. Bonjour à tous. Moi, à la base, j'étais venu pour passer une bonne soirée et me foutre la paix. Mais au final, j'ai plutôt l'impression d'avoir entendu quelqu'un qui a passé la soirée à râler et à dépeindre un monde plutôt négatif, noir et sombre. Et même si tout n'est pas positif,
J'imagine que ce n'est pas totalement comme ça. Donc est-ce que vous n'êtes pas plutôt dans une optique de fermeture et est-ce que vous n'êtes pas justement dans une forme de rejet d'une certaine forme de contrôle? Est-ce qu'on ne peut pas justement avancer vers une acceptation du contrôle qui éventuellement donne naissance à la réflexion? Et est-ce que comme ça, on ne pourrait pas aller vers l'harmonie et éventuellement marier la réflexion, les émotions et se poser la question de comment l'un nourrisse l'autre et inversement? J'adore votre question, mais vous avez raison, je suis le plus loin possible de ce que vous dites qui me semble d'une naïveté extraordinairement coupable. Et c'est sûr, je ne suis pas du tout positif, mais je ne suis pas du tout négatif non plus. Je crois dans l'humanité, je crois dans le risque de voir l'humanité. Et quand on aime, on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse aimer sans voir ce qui menace, ce qui est précieux. Et j'ai peur que votre approche manque profondément d'amour. Parce que aimer, c'est aimer un enfant, c'est l'aider à grandir. Si vous dites à un enfant que tout ce qu'il fait est bien et que vouloir l'aiguiller, l'aider, l'éduquer serait négatif, il n'y a pas d'éducation possible. Et je crois que ça, c'est la première chose. Et après, je pense que vous ne voyez pas le monde dans lequel vous ne voyez pas la souffrance. Je veux dire, les hémorragies de burn-out, ce n'est pas du tout une vision d'esprit. Alors du coup, les gens, pour être positifs, ils vont dire aux gens qui font un burn-out, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas assez bien fait. Moi, j'ai fait une conférence quand j'ai sorti mon livre « Foutez-vous la paix », je parlais du burn-out et tout ça, et quelqu'un, c'est peut-être pas du tout votre cas, mais quelqu'un me disait la même chose, vous êtes trop négatif. Les gens qui font un burn-out, c'est quand même un problème d'ego. J'étais vraiment choqué comme je le suis de votre propos. Et au moment, après la conférence, il y avait un moment où je dédicaçais mes livres et j'ai vu une demi-douzaine de personnes en pleurs. Et ça m'a beaucoup ébranlé. Et je leur disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, on a été tellement heurtés que quelqu'un nous dise que c'était notre faute de faire un burn-out, c'est des gens qui avaient fait un burn-out, et on n'en revenait pas que vous nous dites que c'est pas de notre faute. Et ça a changé, j'ai compris quelque chose ce jour-là. Respecter la souffrance, c'est la seule manière de célébrer la vie. Reconnaître ce qui abîme la vie, c'est la seule manière de l'aimer. Oui, Monsieur Midal, vous avez parlé très brièvement de la personne qui se balade avec la montre connectée. Et donc, ma question était, est-ce que, au fond, votre propos, votre réflexion ce soir n'est pas quelque chose du genre défendre ce qui fait le propre de l'être humain aujourd'hui, où nous savons très bien, et tous on est engagés là-dedans à pleine vitesse, qu'il y a une robotisation d'une certaine manière de notre vie quotidienne qu'on est en train de vivre sans pouvoir réagir grandement par rapport aux objets connectés, rien que ça. Bientôt, vous avez tout qui est connecté, pas seulement au niveau de la maison, du garage, mais aussi au niveau du corps, peut-être bientôt, etc. Et donc, ma question plus profonde, c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce grain à grande vitesse qu'on est en train de prendre par rapport à la robotisation qui nous attend, aussi au niveau corporel peut-être, à travers différentes choses qui augmentent notre possibilité, etc. Et est-ce qu'on va se sortir sans débat avec les jeunes générations? On a essayé un peu, je pense, ici de le faire. Mais bon, ça ne va pas trop loin encore, mais je pense qu'il faut vraiment continuer pour dire, écoutez, il y a des choses que nous ne voulons pas, et beaucoup de gens, entre autres qui font des grandes éditions, dénoncent justement notre possible dépendance dans l'avenir des algorithmes qui vont penser à notre place, et donc si on les laisse faire, qu'est-ce qu'on va devenir?
Moi, j'avais une montre qui vibrait pour me dire de me lever, de courir, de marcher. Je l'ai gardée un mois, puis je l'ai enlevée, effectivement. Et pourquoi ? Parce que c'était trop, quoi. C'est-à-dire que c'était pas... Mais effectivement, il y avait cette notion de contrôle. Moi, je comprends ce que dit le monsieur. C'est-à-dire, et aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Tous les objets sont connectés entre eux. C'est clair. La question, c'est comment on fait pour préserver quelque chose d'humain, mais on est humain, donc c'est juste, au fond, redevenir humain, c'est juste s'autoriser quelque chose qui est déjà là. C'est pour ça que c'est un peu paradoxal. On est tous déjà humains. C'est comment on fait confiance à la relation, par exemple. Comment on fait confiance au silence. Comment on fait confiance à la nature. Comment on fait confiance au monde. Et chaque fois qu'on fait ça, on retrouve. Par exemple, pour les enfants, pourquoi tant d'enfants sont sur les écrans tout le temps ? Parce que beaucoup de parents trouvent que c'est beaucoup plus confortable d'avoir les enfants devant les écrans que de les voir courir dans la nature et prendre un risque. Mais les enfants, ils ont besoin de prendre un risque. Et alors après, ils font des jeux et tout ça, ils sont perdus. Mais ils sont à un moment perdus parce qu'un enfant, et particulièrement quand il devient ado, il a besoin de prendre des risques, il a besoin d'explorer le monde. Donc les enfants, ils n'ont qu'une envie. Il faut les reconnecter à la nature, à l'aventure. Je parlais de ça avec Isabelle Filiosa, qui est une amie que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec les enfants. Elle dit que quand elle parle des écrans, elle monte toujours à l'arrière-plan une photo de son fils qui est monté au sommet de l'arbre. Elle dit, voilà, mais est-ce que tous les parents sont prêts à accepter que leur enfant monte mon fils, il montait au sommet des arbres. Mais c'est ce risque, cette aventure que les enfants ont besoin. Et donc, leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient d'écran, ça n'a pas de sens si on ne leur propose pas quelque chose qui va être beaucoup plus excitant pour eux. Mais tout être humain a envie de vivre quelque chose d'excitant. C'est pour ça que ce n'est pas compliqué de redevenir humain. Il y a besoin juste de 3 minutes. Parce que tout le monde a besoin de retrouver, tout le monde a envie de ça. Les ados, ils sont contents de courir et d'aller dans la nature et de prendre et de tester leur pouvoir. Et les êtres humains sont contents de passer un moment avec un ami et que pour rien, et que ce soit un moment gratuit. Et juste, c'est ça qu'il faut retrouver, parce que c'est là. C'est là en chacun d'entre nous. Et ça, et chaque fois qu'on retrouve ça, on se sent plus heureux et on se sent mieux. Et donc, c'est juste ça qu'il faut essayer de préserver. Et ça demande juste toujours un travail. C'est ça aussi la question sur laquelle j'étais en désaccord avec monsieur tout à l'heure sur être positif. C'est croire qu'on n'est pas humain sans travail. Et bien ça, c'est une chose tout à fait singulière pour l'être humain. Être humain, c'est un petit travail. Parce que souvent, on est un peu inhumain. On est tous un peu inhumains. Tous, il y a des gens à qui on n'a pas dit bonjour. Tous, il y a des gens à qui on n'avait pas le temps. Tous, il y a des gens qu'on ne savait pas comment faire. Et être humain, c'est s'interroger là-dessus. Et s'interroger là-dessus, moi, je ne trouve pas que c'est négatif. Je trouve que c'est ça, être un être humain. C'est que notre humanité, elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Si je n'ai pas voulu parler de la différence entre les hommes et les animaux, mais là, vous l'avez. Le chat, il n'est jamais un chat. Le chien, il n'est jamais un chien. Mais l'homme, il est souvent inhumain. Et donc, être humain pour l'homme, ça demande une certaine éthique. Et la question éthique, c'est comment j'ai rapport à mon humanité, comment je me tiens dans mon humanité. Et ça, c'est la seule question centrale. C'est pour ça que j'étais très content de l'invitation à venir ici, parce que pour moi, la méditation, c'est pas faire le vide dans sa tête pour être calme, c'est une question éthique. C'est apprendre comment je me tiens pour être au mieux avec les autres, pour être en harmonie, comme monsieur disait, avec les autres. C'est ça la seule question. Donc pour moi, la méditation, elle n'a de sens que si c'est une éthique. Sinon, je n'en vois pas ça ne me parle, en tout cas moi, ça ne me parlerait pas. J'ai le trac. Mon cœur bat fort. Ça veut dire que vous êtes un être humain formidable. Merci beaucoup. Et merci également au Forum de bioéthique de remettre l'humain au cœur de la question. Nous avons évoqué ici cette semaine combien, en effet, les avancées de la science font que nos sociétés occidentales peuvent vivre en mangeant à leur faim et longtemps, bien plus longtemps qu'avant. Mais on n'a pas beaucoup évoqué, et je vais l'évoquer maintenant, que dans nos pays occidentaux, et notamment la France,
Nous sommes les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs au monde. Et aujourd'hui, grâce à votre discours et tout ce que vous avez apporté, j'ai mieux pu me situer, bien que ce ne soit pas mon cas, mais j'ai bien mieux situé à quel point nous avons la pression et comment justement vous avez donné des clés, un petit peu se libérer de ça, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est évidemment pas tout, mais juste donner de la place pour un être humain. Je pense que dans le cadre de la relation entre un patient et un médecin, dans le travail, partout, de pouvoir juste être reconnu. Tant de gens se sentent mal aujourd'hui, et vous avez raison de parler de l'anxiété et de la dépression, mais au fond, c'est parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas autorisés à être. C'est extrêmement abyssal de réussir à penser ça. Pourquoi, aujourd'hui, nous avons si peu confiance en nous, nous doutons, nous sentons pas à la hauteur, nous sentons que nous n'avons pas notre place. Je pense que ça, c'est des vraies questions. Oui, alors moi j'ai un peu fait le même parcours que vous, cancre à l'école, hypersensible, et puis finalement je me suis retrouvé dans une situation d'agression et les psys m'ont détruit, transformé en légumes avec leur saleté chimique. J'ai été avili, je marchais comme un vieillard et j'ai abandonné toutes les saletés chimiques qui servent peut-être à des psychotiques profonds, mais finalement, les gens croient naïvement qu'en usant de ces drogues médicamenteuses, ils seront plus heureux. Alors, ça les calme un peu, bien sûr, ça calme peut-être leurs angoisses, mais c'est une fausse solution. Tous les chamans l'ont dit, viser comme solution un usage d'une drogue, c'est une fausse démarche. Voilà. Et j'ai tout abandonné, enfin je les ai tous envoyés sur les roses, ces crapules de psychiatres, et je suis devenu comme j'étais, j'adore le risque, j'adore le stress du risque. Je suis devenu champion de parapente acrobatique et champion de navigation en longue distance, et j'ai réalisé mon rêve. J'ai traversé la France avec un parapente, avec un petit moteur. Voilà. Alors, finalement, moi, j'ai constaté que les gens manquent de courage d'être eux-mêmes. Et la philosophie, ça m'a donné en quelque sorte l'idée qu'on pouvait être différent des autres, se forger sa philosophie, réaliser son rêve, comme Antoine de Saint-Exupéry nous le conseille, de réaliser nos rêves. Et je voulais savoir votre avis, parce que là aussi, il y a une injonction au positivisme. On n'a pas le droit d'être négatif. On n'a pas le droit, comme Sylvain Tesson, de dire « Ah, l'humanité, c'est beau, regardez, en Afghanistan, mes copains se sont fait étriper. » C'est ça, l'humanité aussi. Ou, comme la pauvre Mila, clouée au pilori des réseaux asociaux. Et donc, cette injonction de positivisme, moi, vous en avez parlé, mais moi, des fois, quand j'en parle, je n'ai que de l'ostracisme en retour. Mais je voulais savoir encore, sur la continuité de ce que disait cette dame, votre avis sincère et profond sur l'usage des drogues médicamenteuses, alors que toute la jeunesse fume du cannabis. Et ça leur apporte quoi? Un dialogue intérieur qui, selon Hannah Arendt, est salutaire. Ça ne les rend pas violents, ça les rend calmes. La question est donc, ces drogues médicamenteuses, qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas autorisé, je ne peux pas répondre à la question. Je n'ai pas de connaissances suffisamment fines pour parler de ça. Mais ce que... moi, je peux dire que grâce à la méditation, il m'est arrivé que dans mon métier, parce qu'il se trouve que donc, j'ai fondé l'école occidentale de méditation, mais j'enseigne la méditation de manière bénévole, mais j'ai un métier.
Par ailleurs, il se trouve que dans mon métier, mon collaborateur avec qui je travaille dans l'édition, est parti pour un autre poste et quelqu'un d'autre est arrivé. Et grâce à la méditation, j'étais extrêmement malheureux qu'il parte et angoissé que le nouveau arrive. Et donc, grâce à la méditation, je n'ai pas été calme, j'étais angoissé et triste sur ce que vous parlez, sur l'horreur du positif. Et je suis très reconnaissant parce que le fait, j'avais du chagrin parce qu'il partait et qu'on avait travaillé ensemble longtemps, et que je pense que mon chagrin m'a permis d'honorer la relation et de passer à autre chose. Et le fait qu'après j'étais angoissé ça m'a fait me relier à la personne d'une autre manière et de m'ajuster comme il faut. Et maintenant, ça se passe formidablement, mais je crois que ça m'a aidé. Donc voilà, peut-être grâce à la méditation, soyez angoissés. Tous les autres vont vous proposer grâce à la méditation d'être calme et heureux, et moi je vais vous proposer grâce à la méditation d'être angoissé et qu'est-ce que j'ai dit, angoissé et triste. Voilà. Mais au fond, ça donne une flexibilité heureuse, et être heureuse, c'est pouvoir vivre les différentes expériences de la vie. Vous venez de dire un mot qui est en fait au cœur de ma question, et je vais me permettre de passer par les mots d'un philosophe pour vous la poser. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui savent raconter avec probité. Il est de plus en plus fréquent qu'une certaine gêne se répande à la ronde quand s'exprime un désir de récit. C'est comme si l'on nous retirait une capacité qui nous semblait inaliénable, sûre entre toutes, celle d'échanger des expériences vécues. L'une des causes de ce phénomène est évidente. Le cours de l'expérience s'est effondré. C'est Benjamin. Benjamin. Ça, c'est formidable. C'est un texte formidable de Benjamin. Ça, c'est un texte qui m'a secoué. Donc, je n'ai pas besoin de poser ma question, vous voyez où je veux en Non, venir. allez-y. Non, mais c'est vraiment ça, cette question de l'expérience, de l'expérience dans les deux sens du mot. Je vais passer par l'allemand, Erfahrung et Erlebnis, c'est-à-dire l'expérience qu'on va faire et l'expérience qu'on va acquérir, qu'on va engranger et qu'on est capable de transmettre, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus coté en bourse. C'est clair. Mais là, c'est très beau parce que, au fond, redevenir humain, c'est refaire confiance à l'expérience humaine. On pourrait dire c'est ça. Et au fond, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'expérience humaine, c'est très beau dans les deux sens. Donc, dans le premier sens, quelle est l'expérience qu'on vit, avec ce paradoxe que l'expérience qu'on vit, si on n'a pas la place de l'explorer, d'en faire des récits, il n'y en a pas. Que trouver la place pour que quelqu'un dise sa douleur, sa difficulté, ce qu'elle vit, c'est essentiel. Et moi, je dirais, si la méditation a un sens, c'est de permettre aux gens de faire l'expérience de ce qu'ils vivent, pas de les rendre calmes. Et on voit bien ce que ça serait pour des enfants, de leur permettre de faire l'expérience, de les aider à dire leur expérience. Moi, un jour, j'allais chercher mon filleul à la sortie des classes. Son père m'avait dit qu'il n'était pas bien. Donc je vais le voir et je voyais il n'était pas très bien. Je lui ai pas dit on va faire zazen et tu vas te calmer, on va respirer en pleine conscience pour que tu sois calme. Non, j'ai créé un environnement de confiance, je lui ai fait son goûter, et puis à un moment on a parlé, et dans cet environnement, il a fini par me dire la difficulté qu'il avait à l'école. Et le lendemain, son père m'appelait, il m'a dit « Mais comment t'as fait ? Il avait plus peur d'aller à l'école. Est-ce que tu l'as fait méditer ?» En un sens, c'est ça, ça devrait être ça, la méditation. Et après, vous avez raison. Aujourd'hui, l'expérience que donne la vie compte très peu. Et du coup, on est obsolète. Et par rapport à la performance, l'expérience humaine compte très peu. Et ça pose des questions énormes. C'est un désastre social. J'ai un ami, là, il me dit que tout le monde le trouve vieux. Il a mon âge dans le marché du travail. Dans le marché du travail, à mon âge, on est trop vieux.
c'est insensé quand même. C'est incroyable. Vu l'espérance de vie, c'est suicidaire. Et vous avez raison, ces deux expériences, c'est ça. Redevenir humain, c'est refaire confiance dans les deux modes d'expérience qui font la beauté de la vie. Je suis très ému que vous ayez... Parce que ça fait au moins 15 ans que je n'ai pas pensé à ce texte. Bonsoir. Alors, je voulais vous poser une question. C'était depuis le début de la soirée, justement, on parle de réussir à se foutre la paix, justement, et ça paraît quand même de plus en plus possible, justement, de redevenir humain. Mais je me demandais, en fait, le problème, c'est qu'on vit quand même dans une société où les autres n'arrivent pas forcément si facilement que ça à nous foutre la paix. Je me disais, si les autres vous foutent la paix, est-ce que c'est vraiment faisable, en fait, de vraiment réussir à soi-même, quelque part, être un peu en paix avec soi aussi ? Justement, ou est-ce qu'il y aura toujours un problème avec d'autres qui nous gêneront toujours ? Oui, vous avez raison. Les emmerdes, il y en aura toujours. Donc, il vaut mieux apprendre à travailler avec les emmerdes tout de suite. Et au fond, mon propos, c'est arrêtons de vouloir être parfait et que le monde soit parfait. Acceptons que le monde est comme il est et retroussons nos manches pour faire ce qu'on a à faire. Et il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est une remarque de Camus dans L'homme révolté. Camus dit que l'état de révolte n'est pas un état accessoire de l'être humain. Et là, vous voyez le lien, pourquoi je ne suis pas pour la maîtrise des passions et soyez calme. Moi, je suis pour qu'on soit révolté tout le temps, parce que je trouve que Camus a raison. Il dit « L'illusion, c'est de croire que la révolte est un état accidentel, mais tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura des injustices, il y aura des gens qui souffrent, le paradis sur terre n'arrivera jamais. Être révolté, c'est ça, au fond, être humain. Garder la révolte, d'essayer de faire ce qu'on peut, là où on est, comme on peut, pour préserver l'humanité. » Et un autre aspect de votre question, que je comprends très bien, c'est qu'on a souvent l'impression que si on prend, nous, le risque d'être humain, les autres vont en profiter et on va le payer très cher. Ce que je crois, c'est que c'est beaucoup moins vrai qu'on ne le croit. Que les êtres humains sont souvent très heureux que vous preniez le risque d'être humain. Et prendre le risque d'être humain, c'est pas prendre le risque, c'est pas être niais, c'est pas être naïf, mais c'est parier pour la relation, c'est parier pour le fait qu'on peut être sensible, qu'on peut accepter d'être vulnérable. On croit que si on accepte d'être vulnérable, les gens vont vous en vouloir. C'est moins vrai qu'on ne le croit. C'est vrai, mais c'est moins vrai qu'on ne le croit. Et je crois que l'humanité se maintient parce qu'il y a des êtres humains qui prennent le risque d'être humains. Et c'est les êtres qui partout, mais regardez autour de vous, les gens qui vous aident à vivre, qui font que vous êtes bien, c'est ceux qui ont ce rapport humain avec vous. Et même s'il y en a peu, ça suffit à faire que le monde tienne. Et donc, je ne crois pas dans les experts qui vont expliquer ce qu'on doit faire une fois pour toutes et qu'il va falloir appliquer une méthode, parce que si il existait cet expert-là depuis des milliers d'années, on le saurait, mais je crois en la capacité inouïe de chaque être humain d'inventer à neuf une relation humaine avec lui, l'autre et le monde. Oui, moi je pense avoir bien intégré l'essentiel de ce que vous transmettez, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, la présence à soi, l'accueil de ses émotions, de qui on est à l'instant T. Le bémol que j'émettrais, et un mot qui m'a manqué dans le discours, c'est le recul. Parce que lorsque vous êtes submergé par une angoisse, je suis désolée, vous êtes paralysé. Donc si vous n'avez pas un peu de maîtrise ou un peu de recul par rapport à ça, vous êtes un peu paumé. Voilà. C'est très juste. Des fois, il faut avoir du recul, qui veut dire réouvrir le champ, réouvrir l'espace, parce qu'on est trop focalisé sur une chose. Et là, vous avez tout à fait raison. Si on entend bien, ce qui se passe, c'est qu'à des moments, on a un problème qui tourne en rond, tout est coincé. Et donc, avoir du recul, ça veut dire quoi ? L'image du recul, elle est pas si juste, parce que c'est pas ça. Avoir du recul, je dirais, c'est que d'un seul coup, tout s'ouvre. C'est-à-dire que vous êtes plus centré sur le problème,
c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Parce que dans recul, on pourrait croire, vous êtes angoissé par un problème. C'est sûr que dans un côté, on dit on prend du recul, parce que d'un seul coup, on n'a plus la tête dans le guidon. Mais en fait, on pourrait dire, c'est juste que d'un seul coup, on se réouvre un champ sensoriel, un champ expérientiel plus vaste. Et ça, je trouve que c'est formidable. Vous avez tout à fait raison, c'est indispensable. Moi, je dirais, chaque fois qu'on se fout la paix, on réouvre le champ de présence dans lequel on est. On arrête de se mettre la rate au courbouillon, comme disait ma grand-mère, et donc on prend du recul. Donc vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi je ne l'ai pas employé, mais si ça vous parle, c'est comme je n'avais pas employé le mot harmonie, mais vous avez tout à fait raison. Il ne s'agit pas d'être le nez dans le guidon. Il s'agit d'être un avec ce qui se passe. Et d'être un, c'est le contraire de cette focalisation qui nous recroqueville. Fabrice Midal, il me reste à vous remercier. J'avoue, j'avais un peu d'appréhension. Est-ce que c'était vraiment dans le cadre de la bioéthique ? J'étais un peu fatigué. Le marathon de la bioéthique, c'est quelque chose de long, c'est le soir. Et j'ai acquis la conviction qu'on a passé un vrai moment de bioéthique, que ça avait pleinement sa place dans la question quel humain pour demain, de parler de l'humain. Donc merci beaucoup. Et pour le public, on vous donne rendez-vous demain matin. Merci.